Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de Mons. Alors ce soir, on va inaugurer le cycle Darwin. Alors pourquoi un cycle Darwin? Outre le fait que c'est un sujet extrêmement passionnant, 2009 est année Darwin puisqu'on fête le bicentenaire de la naissance de ce scientifique et également le 150e anniversaire de la publication de son ouvrage sur l'évolution. Alors, on a décidé d'aborder Darwin et l'évolution via toute une série d'angles différents. On va commencer par l'aspect historique. On va essayer de voir un peu qui était ce personnage. Et en moyenne, toutes les 2 semaines, on aura donc un exposé qui va traiter de sujets un peu différents. Et ce soir, pour mettre en route tout ça, eh bien, on a le plaisir d'accueillir Denis Michet, qui est biologiste ici à l'Université de Mons. Il est premier assistant dans le service de zoologie. Et Denis donc nous fait le plaisir de présenter cet exposé qu'il a préparé, je pense, avec Nicolas Verreken de l'ULB. Oui. Voilà, Denis, merci beaucoup de t'être prêté au jeu et je te laisse la parole. Bonne soirée à tout le monde. Merci Francesco pour avoir organisé ce cycle et pour nous avoir proposé ce thème. Effectivement, je pense que l'Université de Mons ne devait pas se passer de ce cycle de conférences. Darwin est célébré partout dans le monde. Francesco en a touché un mot. C'est le 200e anniversaire de sa naissance et le 150e anniversaire de la publication de son livre phare sur la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Et donc, j'ai le plaisir de commencer ce cycle en vous présentant un petit peu la vie de Darwin et je pense que l'objectif principal de cet exposé sera bien sûr de présenter les faits majeurs de la vie de Darwin, mais aussi un peu de mieux comprendre grâce à sa vie comment ce scientifique en est arrivé à publier cette théorie et comment son environnement a pu influencer ou pas cette publication. Alors donc la première question qu'on doit se poser finalement, c'est pourquoi faire une conférence sur Charles Darwin avant de dire qui c'est. Mais Darwin, il faut savoir que c'est vraiment un biologiste majeur, c'est un des plus grands scientifiques de l'histoire de l'humanité, c'est pas moi qui le dis, c'est communément admis, qui a vécu au 19e siècle, et il a proposé une théorie majeure, la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Alors, en quoi cette théorie est révolutionnaire et fondamentale? Je vais d'abord présenter cette théorie par un exemple extrêmement simple. Vous voyez ici des papillons. Ici un papillon noir et un papillon blanc. Et donc l'observation de Darwin et la théorie de Darwin, elle se base sur un fait très simple. Donc au sein d'une population, ici les papillons, vous avez des variations de caractères. Donc un caractère peut avoir plusieurs formes, peut se présenter sous plusieurs formes. Ici, le caractère est extrêmement simple, c'est le caractère couleur. Donc vous avez des individus d'une même espèce qui sont sombres et des individus de la même espèce qui sont clairs. Alors vous pouvez imaginer la suite. Lorsque ces individus clairs sont sur fond clair, le prédateur les repère moins. Quand les individus sombres sont sur fond sombre, le prédateur les repère moins. Donc il y a, si vous voulez, un succès qui est variable selon ce caractère. Donc la pression du prédateur par rapport à la prédation sur l'une ou l'autre forme va faire que l'une ou l'autre forme est favorisée. Donc ça, c'est le cœur de la sélection naturelle, c'est la sélection de certains individus par rapport à un certain état de caractère. Alors, en quoi cela est révolutionnaire? La révolution, c'est que Darwin propose une théorie où il y a une évolution des espèces, une origine des espèces, une dynamique dans la diversité. Ça va bien sûr à l'encontre de la conception contemporaine sur ce que c'est la diversité et surtout ce qu'est la place de l'homme dans le monde vivant. À l'époque de Darwin, la conception était une conception biblique où l'homme était la production de Dieu, la création de Dieu, et donc ce qui était vivant était la production de Dieu et était fixe. Darwin propose une théorie où il y a évolution des espèces, et donc il remet en question la place de l'homme dans la société, la place de l'homme dans l'univers et dans le vivant. À partir du moment où il y a des choses qui évoluent, des choses qui changent, ça veut dire que l'homme est issu de quelque part.
Et en l'occurrence, Darwin propose l'origine de l'homme étant le singe. Donc ça lui a valu ce genre de caricature où on voit la tête de Darwin sur un corps de singe. Donc j'y reviendrai après. Donc maintenant, l'objectif de cet exposé, c'est comment Darwin est arrivé à cette théorie révolutionnaire et fondamentale. Alors, Darwin est né au début du 19e siècle, en 1809, en Angleterre, en plein moment du début de la révolution industrielle, l'époque victorienne, dans une famille bourgeoise et intellectuelle. Alors, le terreau familial de Darwin était déjà propice à la réflexion intellectuelle. Son grand-père, Erasmus Darwin, était un biologiste, un poète, un botaniste très connu, un médecin aussi très connu. Il avait déjà publié des nombreux ouvrages de zoologie notamment, et son plus connu s'appelle Zoonomia. Et dans cet ouvrage, le grand-père de Darwin remettait déjà en question la conception fixiste de la diversité. Et donc on peut dire que Darwin est né sous des bons auspices pour remettre en question cette théorie. Son père aussi était intellectuel, docteur en médecine, Fellow of the Royal Society, donc il était parmi l'intelligentsia, et c'était un libre penseur. Donc dans la famille de Darwin, ils étaient à peu près tous libres penseurs, donc il y avait une conception déjà de la religion qui était pas dogmatique. Donc on peut dire que pour un intellectuel, il naît sous des bons auspices. Alors il fait ses premières classes à l'endroit où il est né, à Shrewsbury, donc comme n'importe quel petit enfant. Il est marqué par la mort de sa mère, mais bon, globalement, son enfance se passe normalement. Il est le 5e enfant d'une fratrie de 6 et il passe une enfance relativement heureuse. Il commence en fait dans son adolescence à aider son père pour soigner les patients du village, les patients pauvres, et c'est par ce biais-là qu'il commence à s'intéresser aux sciences. Alors, il n'avait pas vraiment de vocation au départ. On ne peut pas dire que Darwin, quand il avait 15 ans, était convaincu qu'il allait faire toute sa vie des sciences naturelles. Il a en fait un peu suivi les traces de son père au début. Il s'est inscrit à la faculté de médecine de l'université d'Édimbourg, mais ça l'a vite dégoûté en fait. Darwin ne supportait pas la vue du sang, donc il était choqué complètement par les pratiques des chirurgiens de l'époque, et donc on peut dire qu'il a échoué finalement dans son inscription en médecine, et il a totalement arrêté. Ce qui le passionnait par contre, c'est les cours qu'il prenait par ailleurs de sciences naturelles, qui étaient notamment donnés par le professeur Grant qui lui était dans la même mouvance intellectuelle que son grand-père, donc il avait déjà une idée sur le transformisme, et donc le fait que les espèces ne sont pas immuables. Mais bon, le fait que Darwin n'arrivait pas à réussir la médecine inquiétait son père, et donc son père a pris un peu les choses en main et l'a inscrit en théologie, donc pour un futur révolutionnaire de la conception divine de la diversité. C'est un peu paradoxal, mais Darwin a une formation en théologie et son père voulait qu'il devienne pasteur. Donc il réussit plus ou moins brillamment ses études de théologie. Il était classé 10e sur 120 élèves inscrits en théologie, donc pas mal quand même. Mais encore une fois, ce qui l'intéresse le plus, c'est les cours de sciences naturelles, et notamment les cours dispensé par le professeur Henslow. Et ce professeur Henslow aura une importance assez capitale dans la vie de Darwin, parce qu'il va vraiment l'encourager dans sa vocation naturaliste, l'encourager dans l'étude des sciences naturelles. Et ce professeur Henslow, en fait, était notamment donné cours, par exemple, de tout ce qui est plantes médicinales. Et donc Darwin s'est rapidement passionné pour ses cours de pharmacognosie, donc de médecine par les plantes. Si bien qu'en fait, il commence à être proactif dans ses choix et organise même un voyage naturaliste sur les îles des Canaries à Tenerife en 1931. Donc voilà, Darwin réussit ses études de théologie et donc maintenant il est censé rentrer comme pasteur. Mais le professeur Henslow a une autre idée et essaye de vraiment favoriser le côté naturaliste de Darwin, et il le met en contact avec un capitaine de bateau qu'il connaît. Et ce capitaine de bateau
c'est le capitaine du bateau qui s'appelle le Beagle, le fameux bateau sur lequel Darwin va s'embarquer. Donc le Beagle, c'est un bateau dont l'objectif était de cartographier les côtes de l'Amérique du Sud et faire le tour du monde comme ça. Et le capitaine Fritz Lod, le capitaine de ce Beagle, cherchait un compagnon de route sur le long de ce voyage. Donc ce voyage que Darwin va y prendre part sera capital dans sa vie parce qu'il va lui ouvrir à la diversité du monde vivant quand il va aborder les côtes d'Amérique du Sud et les différentes îles le long du parcours. Alors ce bateau, le Beagle, c'était un petit bateau d'une 50aine de mètres de long avec 70 personnes dedans, donc il y a une certaine promiscuité, mais Darwin, grâce à son rang social, je vous rappelle, il était de la haute bourgeoisie, est quand même relativement confortablement installé avec le capitaine. Et il parcourt comme ça le long de son voyage différentes côtes. On voit ici une représentation de l'arrivée du Beagle en Amérique du Sud. Alors, il y a une idée qui est préconçue, relativement populaire, comme quoi Darwin aurait eu son illumination de la théorie de l'évolution au cours de ce voyage, au cours du Beagle. Et que ce serait un peu comme un voyage initiatique dans lequel tout lui serait apparu. En fait, pas du tout. Ce voyage sur le Beagle était, en plus d'être totalement improbable, parce que en fait, a posteriori, on s'est rendu compte que Darwin a eu énormément de chance de monter sur ce bateau parce qu'il a dû payer déjà pour voyager, donc il devait avoir l'argent. Il a remplacé quelqu'un à la dernière minute, en fait, et son père, au départ, était totalement opposé au voyage. Le fait qu'il a embarqué est totalement grâce à son rang social. Il n'est pas là du tout engagé comme un naturaliste, donc il n'est pas censé noter les observations de la faune et de la flore. En fait, il est simplement chargé d'accompagner le capitaine, Fritz Rowe, et de faire homme de compagnie, si vous voulez. Parce que ce capitaine, en fait, était dépressif, et on avait peur qu'il se suicide au cours d'un tellement long voyage. Donc, les gens s'en sont inquiétés, on a dit, on va lui trouver un copain avec qui discuter, et on va engager Darwin. Donc en fait, Darwin était là complètement indépendant et sans contrainte, sans objectif précis. Un autre fait qui est souvent présenté, c'est l'événement Eureka. Une fois que Darwin serait arrivé aux îles Galapagos, il aurait eu comme un flash, comme ça, il aurait imaginé la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Donc, les îles Galapagos, ce sont des petites îles comme ça, volcaniques, sur la côte, en face de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Et sur ces îles, effectivement, il y a des choses importantes qui sont très exemplaires de sa théorie de l'évolution qu'il va imaginer plus tard. Sur ces îles, vous avez toute une série de pinsons, donc des oiseaux, qui présentent des morphologies de bec très différentes, qui sont adaptés à leur régime alimentaire. Vous avez des pinsons qui sont principalement insectivores, qui vont vivre sur les arbres, et par exemple un groupe de pinsons granivores. Et tous ces pinsons, en fait, sont à l'origine issus d'une seule espèce de pinson, colonisatrice probablement qui vient du continent d'Amérique du Sud, et en fait cette espèce ancestrale se serait diversifiée par différents régimes alimentaires. Mais ça, Darwin ne va pas le voir du tout au cours de son voyage. Il y a aussi sur les îles Galapagos un fait marquant, très typique aussi, très exemplatif de la théorie de l'évolution, ce sont ces tortues géantes où vous avez des longueurs de cou qui sont variables selon les espèces des différentes îles, tout simplement parce que la végétation n'est pas accessible à la même hauteur. Mais en fait, Darwin n'a pas du tout vu ça. Une fois qu'il était au Galapagos, en fait, il était totalement malade, donc il était plus en train de vomir qu'en train de regarder les tortues ou les oiseaux. Il n'a pas du tout pensé donc à cette théorie. Les premiers écrits, les premières traces de l'idée d'évolution sont en fait reprises dans des écrits qui datent de 1938, donc c'est-à-dire 3 ans après son arrivée au Galapagos.
en fait, donc, les preuves de cette théorie de l'évolution sur base des oiseaux et des tortues, ça va lui revenir à l'esprit tout simplement parce qu'il a collecté tout ce matériel. Une fois qu'il était sur l'île, il a collecté les carapaces de tortues, il a collecté les oiseaux, et c'est après, en recoupant ces nouvelles preuves, qu'il va être convaincu de sa théorie de l'évolution. Mais il a fait ça en fait très très mal, donc il n'était pas spécialement doué pour ça. Il a par exemple cru a priori qu'il n'y avait qu'une seule espèce d'oiseau. Et donc il a fait un mauvais étiquetage de ces oiseaux, ce qui veut bien dire qu'il n'a pas eu le flash à ce moment-là, il n'a pas du tout été attentif aux informations qu'il a collectées à ce moment-là. Mais bon, malgré ça, donc Darwin était quand même un scientifique avec des très très bonnes prédispositions, et à l'arrivée à Londres, donc il publie, à son retour à Londres, il publie le récit de son voyage. Donc c'est Journal of Researches, plus connu en français sur le voyage du Beagle, dans lequel en fait il raconte son aventure sur le bateau, ses récits anthropologiques et principalement des informations scientifiques sur la géologie. Donc dans ce premier ouvrage, pas un mot de science naturelle, enfin pas un mot sur la théorie de l'évolution. C'est un ouvrage un peu de vulgarisation. Et cet ouvrage a eu un succès énorme. Donc Darwin avait un certain don d'écriture en fait. Et son ouvrage a été un best-seller dès son premier bouquin, un best-seller, grand succès. Et donc Darwin a, en plus, comme il était déjà issu de la famille d'une famille bourgeoise, Darwin a été directement intégré dans la haute société intellectuelle et dans l'intelligentsia de Londres. Et il a été nommé rapidement. Il a rapidement été élu au Conseil des sciences géographiques. Donc Darwin a d'abord été reconnu comme un géographe et pas du tout comme un naturaliste. Mais bon, ça l'intéressait. Il avait pris des notes de tout et ça l'intriguait, ces observations qu'il avait fait sur la faune, sur la flore. Et donc il commence à y penser. Quand il revient à Londres, tout le matériel qu'il a collecté au cours de son voyage, il va voir chacun des spécialistes en zoologie, en botanique, et il va venir apporter son matériel. Voilà, j'ai été aux îles Galapagos, je te ramène des oiseaux, qu'est-ce que tu en penses? Donc, il commence à réfléchir là-dessus, il prend des contacts, il est hyper actif, et il commence à avoir des premiers résultats. Par exemple, sur les pinsons, le spécialiste en oiseaux auquel il a apporté les exemplaires qu'il avait capturés aux îles Galapagos, lui a dit « Ah ben non, attention, c'est pas du tout une seule espèce, il y a plusieurs espèces là-dedans. Et ce sont tous des pinsons. » Alors, donc il continue sa réflexion, il continue ses analyses naturalistes, et en même temps, en fait, Darwin était assez curieux de tout, et il a des lectures relativement diversifiées. Et pour son plaisir, il lit, en 1938, un essai d'un économiste, donc en sciences sociales, un essai d'un économiste qui s'appelle Malthus. Et Malthus présente les principes de population. Donc dans l'essai de Malthus, il parle uniquement des populations humaines, et la théorie de Malthus, c'est les ressources sont limitées, les ressources alimentaires sont limitées, et la population humaine croît de manière géométrique, et il n'y a rien à faire, il n'y a pas à manger pour tout le monde. Donc, une partie de la population humaine qui naît n'aura pas accès aux ressources et ne pourra pas se reproduire. Donc, il y a l'idée comme ça de sélection, mais au niveau des populations humaines. Donc, il n'y a pas à manger pour tout le monde. Et en fait, là, c'est là où Darwin a l'idée géniale. Il fait le lien entre cette limitation des ressources, la compétition pour les ressources, les conflits entre espèces et la sélection naturelle. Et donc, c'est là qu'il a l'idée, ok, j'ai mon hypothèse sur l'origine des espèces, sur l'origine de la diversité, c'est la sélection naturelle. Là, il a son hypothèse à tester. Mais seulement, il le fera pas à Londres. Darwin était complètement investi dans la société scientifique, hyper actif, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça le rendait complètement malade. Darwin avait une santé très très fragile, et le stress, il supportait pas. En gros, il était tout le temps en train de vomir, et ça l'affectait énormément sa santé, et donc régulièrement, il devait arrêter de travailler, partir en vacances et puis revenir. Donc, il n'arrivait pas à suivre le rythme académique, en fait. Il n'arrivait pas à suivre le rythme de la ville.
Alors la solution, il l'a trouvée avec sa femme, qui s'appelle Emma Wegwood, qui était en fait sa cousine. Donc il l'a rencontrée en allant visiter son oncle, et il a rencontré cette cousine qui lui a beaucoup plu, elle était douce, etc. Mais alors il y a une petite anecdote par rapport à sa femme qui est assez intéressante. Darwin était vraiment, il notait tout. Il était vraiment malade, il notait vraiment tout. Et il y a une petite anecdote par rapport à son choix de son mariage. Pour choisir Emma et pour choisir le mariage, on a une petite note en héritage où il avait fait une colonne les pour et les contre du mariage. Je pense que tout le monde pourra comprendre. Dans les pour, il y avait je vais avoir quelqu'un qui s'occupe de moi, je vais avoir pour ma vieillesse un compagnon, etc., une compagne. Et dans les contre, il y avait j'aurai beaucoup moins de temps libre, ça va me coûter beaucoup d'argent et je pourrais acheter beaucoup moins de livres. Mais bon, au final, il a quand même choisi la colonne des pour, et donc il a épousé Emma Wegwood en 1939, et dès leur mariage, ils vont aller s'installer à la campagne, dans une petite ville, la ville de Down. Et c'est là où Darwin va vivre toute sa vie. Il n'ira plus jamais vivre en ville, plus jamais vivre à Londres. Toutes ses réflexions, toutes ses expériences, il va les faire dans sa propriété de Down. Alors, là, encore une fois, Darwin était un peu, je dirais, béni des dieux, si on était un peu paradoxal. Mais en fait, cette vie sans besoin de travailler, elle a été permise parce que sa femme était très riche, donc il faut toujours mieux se marier avec quelqu'un de riche. Et lui aussi a eu un héritage. Et donc en fait Darwin toute sa vie a vécu de rente. Donc Darwin n'a jamais dû travailler. Darwin n'a jamais eu avoir des comptes à rendre ou une production à rendre, si vous voulez. Et vous allez voir que ça a un impact sur le rythme de ses réflexions et le rythme de ses publications. Alors, Darwin va vivre vraiment une vie de famille entière. Darwin est connu comme un papa gâteau. Il était vraiment impliqué dans l'éducation de ses enfants. Il avait énormément d'amour pour ses enfants. Et ses enfants, les témoignages de ses enfants qui ont été publiés racontent un père vraiment très aimant, très attentif. Et donc, comme beaucoup d'enfants à ce moment-là, malheureusement, il y a une partie qui sont décédés en bas âge. Annie et William, donc une fille et un fils, et ça va choquer énormément Darwin dans sa vision de la vie et surtout dans son rapport à Dieu. Darwin raconte que quand sa fille est morte, donc elle avait 10 ans, il a cessé de croire en un Dieu bienfaiteur, un Dieu qui répond à l'homme. Donc il est devenu totalement agnostique. Et pour exemple, à l'enterrement de sa fille, il n'a pas participé à la messe d'enterrement, tellement il était, je veux dire, vraiment, il avait un rejet pour tout ce qui était religion. Il était vraiment dégoûté par les aspects religieux et il ne croyait plus du tout en un Dieu bienfaiteur. Et on va voir ça aussi, ça va influencer ses réflexions et ses publications. Alors donc voilà, j'ai mis en contexte les conditions sociales et les conditions de vie de Darwin. Il y a aussi bien sûr tout ce qui est environnement intellectuel. Dans quel monde intellectuel Darwin vivait et quelle était la conception des sciences naturelles à son époque. Alors il faut savoir qu'au moment de Darwin, on ne connaît rien de la génétique. Donc il n'a pas du tout idée, donc il voit la diversité, il appréhende la diversité du monde vivant, mais il n'est pas du tout au courant du mécanisme qui est lié à cette diversité, et il n'est pas du tout au courant du mécanisme de transmission de cette diversité. Donc comme il ne connaît pas le gène, il ne sait pas comment un père avec des yeux bleus a des enfants avec des yeux bleus. Il ne sait pas quel est le mécanisme. Il observe simplement que généralement quand un père a des yeux bleus, son fils a des yeux bleus. Enfin, en tout cas les deux parents. Donc, il y a ce contexte qu'il faut tenir compte. Il n'y a pas non plus, de manière générale, d'expérimentation ou de méthode déductive en sciences. Donc, ça veut dire que,
globalement, la science, qu'est-ce que c'est à cette époque? C'est de la description. Les gens observent. Il y a peu de méthodes expérimentales, donc ils vont pas tester une hypothèse. Et de manière, il n'y a pas de méthode déductive au sens où on va, à partir du moment où on observe la répétition d'un phénomène, on va développer une théorie. Donc en gros, il n'y a pas beaucoup de théorisation et d'explication des phénomènes. Et surtout, point important en sciences naturelles, la science, à ce moment-là, est censée rendre hommage à Dieu. Donc, un des précurseurs majeurs des sciences naturelles, un des précurseurs majeurs de Darwin, c'est Carl von Linné, qui est un Suédois, qui est un des théoriciens, un des premiers théoriciens des sciences naturelles et de la systématique. Et l'objectif de Linné était clairement affiché. Pour lui, les sciences naturelles doivent révéler la beauté et l'ordre de la création divine. Donc le scientifique est là pour révéler la création de Dieu. Donc forcément, à ce moment-là, on est un peu bloqué par la conception de Dieu et par la Bible. Mais bon, ça n'a pas empêché Linné de faire un travail excellent. Mais bon, forcément, son travail devait rentrer dans la conception biblique des sciences naturelles. Alors, bon, Linné, c'est 18e siècle. Darwin est né au début du 19e siècle, mais entre Linné et Darwin, il y a eu des choses qui se sont passées quand même. On peut dire que on commence quand même à remettre en question cette idée fixiste que la nature est telle que Dieu l'a créée. Il y a quand même des prédécesseurs à Darwin qui ont remis ça en question. Il y a notamment des scientifiques français comme Jean-Baptiste Lamarck ou Étienne Geoffroy de Saint-Hilaire, qui ont dit, non, en fait, quand on regarde les fossiles, quand on regarde la diversité, c'est pas possible que ça a été créé comme ça, tel quel. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'évolution, il y a des choses qui changent. Et puis, je vous rappelle aussi, il y a son grand-père, qui a présenté aussi pour une des premières fois en Angleterre, une théorie transformiste, donc il y a un changement qui se passe. Et puis son professeur aussi, à l'université d'Édimbourg, Robert Grant, qui était aussi disciple de Lamarck et disciple des idées donc transformistes. Donc il y a quelque chose dans l'air, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas encore bien du tout accepté, et ces théories sont rejetées par la plupart des scientifiques et par la plupart des intellectuels et des bien-pensants. Donc on va voir, ça va influencer Darwin. Mais le grand génie de Darwin, c'est d'avoir en fait réussi à capter, en fait, à vraiment cristalliser ces idées qui étaient dans l'air. Donc Darwin n'était pas le précurseur de la théorie de l'évolution. Il y a des gens avant lui qui ont proposé une évolution et une transformation des espèces. Mais on n'avait pas encore une idée précise du mécanisme. On savait qu'il y avait un changement, il y avait des gens qui l'avaient dit, mais c'était pas encore bien théorisé. Et le génie de Darwin, tout le génie de Darwin, ça a été de cristalliser ces nouvelles idées et de les mettre sur papier et de proposer une théorie solide. Alors, il y a un truc qui est marquant quand même, et quand on est scientifique de notre époque, ça nous paraît énorme, c'est que les premières idées de Darwin sur la théorie de l'évolution datent de 1938. Sa première publication, 1859. Donc ça veut dire que Darwin a eu le grand luxe ultime d'attendre 21 années pour publier ses idées. C'est quelque chose qui est impossible à l'époque actuelle. Donc pourquoi il a pris autant de temps? Et là je reviens un peu sur la vie elle-même de Darwin et ses caractéristiques, les caractéristiques de son caractère et de son environnement social. Alors tout d'abord, Darwin était vraiment rongé par l'angoisse. C'était quelqu'un qui était vraiment très inquiet par rapport à l'impact de ses idées. Il avait pleinement recul par rapport à ses idées. Il avait très peur de l'impact que ça allait avoir parmi les siens. Donc il faut se rappeler que Darwin était issu de la bourgeoisie, donc il savait qu'à partir du moment où il allait publier une idée révolutionnaire, il allait perdre une forme de respectabilité. Il tuait le père, si vous voulez. Et donc il allait aussi en même temps attaquer ses proches. Donc les personnes qui sont issues de sa famille, les personnes qui sont issues de son histoire.
tous ses proches en fait. Donc il avait un peu peur. Deuxième point, lui n'était pas spécialement religieux, mais sa femme l'était profondément. Sa femme était pratiquante et les idées de Darwin, ou Darwin parlait de ses idées à sa femme, ce qui inquiétait beaucoup sa femme. Donc il avait un peu peur de publier ça. Sa femme il lui a avoué avant le mariage, donc il était quand même honnête. Il lui a dit, tu sais, j'ai quand même une idée un peu spéciale, donc si tu te maries avec moi, il faut quand même avoir conscience de ça. Et quand il lui a parlé de ça la première fois, il lui a dit, ouh là là, tu prends un risque, j'ai quand même un peu peur qu'on ne soit pas au paradis ensemble à cause de ça. Donc ça sentait un peu le roussi, quoi. Donc ça, c'est un deuxième point. Il voulait pas choquer sa femme, donc il voulait être certain que sa théorie était solide, quoi. Et la première fois qu'il a envoyé ses idées à des collègues, il insistait sur "It's like confessing a murder". C'est comme avouer un meurtre. Effectivement, c'était le meurtre d'une certaine idée, d'une certaine suprématie de sa classe. Et puis, plus prosaïquement, Darwin était quelqu'un de très posé. Je vous ai dit, il a énormément de recul sur lui-même, et donc il voulait pas spéculer. Il voulait être certain de ce qu'il avançait. Alors, deuxième point qui a retardé beaucoup ses publications, c'est la maladie. Et c'était pas du pipeau. Quand vous voyez toute la liste des troubles qu'il avait, des violents tremblements, des vomissements, des palpitations, des insomnies, des flatulences, vous m'excusez du peu, des problèmes d'estomac, des oreilles qui sonnent, des furoncles. Donc il avait vraiment tout ce qui pouvait, tout ce qui traînait, il l'avait. Au point que, par exemple, en 1980, il avoue qu'il arrive à travailler genre 1 heure ou 2 par jour, et ce, 1 ou 2 jours par semaine. Donc vous imaginez un rythme de quelqu'un qui travaille quelque chose comme 4 heures par semaine. C'est pire qu'à la SNCB, quoi. Alors, j'espère qu'il n'y a personne à la SNCB dans la salle. Alors il y a eu beaucoup d'hypothèses par rapport à l'origine de ces mots. On a notamment supposé qu'il avait la maladie de Chagas, donc c'est une maladie qui est transmise par un insecte en Amérique du Sud. Donc il aurait pu avoir ça pendant son voyage sur le Beagle. Simplement, peut-être il était très anxieux et que ça provoquait toutes ces maladies, c'était un peu psychosomatique. Ou simplement un empoisonnement par lui-même, ou parce qu'il se soignait beaucoup par les plantes, et peut-être qu'il n'avait pas bonne connaissance finalement des plantes. Donc le fait est qu'il était souvent malade et que ça le retardait beaucoup dans son travail. Et puis le troisième point qui là est tout à l'honneur de Darwin, et on doit tous s'inspirer de ça, il avait une méthodologie exemplaire. C'est vraiment un scientifique moderne sur tous les points. Darwin est vraiment, quand on lit les écrits de Darwin, on peut le citer encore dans des travaux scientifiques modernes. Il avait vraiment une méthodologie tout à fait moderne. Alors, dans cette méthodologie, déjà, il anticipait les critiques. Donc, quand il imaginait une question, quand il voyait une réponse, il imaginait quelqu'un en train de le critiquer. Quelles sont les questions qui pourraient venir de la part de ses collègues? Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Ces réflexions étaient extrêmement détaillées, et puis il accumulait les preuves. Donc, une seule fois lui suffisait pas, il répétait les expériences, et puis il essayait de trouver ce qu'on appelle maintenant un pattern. Donc à partir du moment où il observait une chose, si cette chose était vraie, si on prend un autre modèle, par exemple un autre organisme, si cette chose est vraie dans l'autre organisme, ça devrait se répéter. Donc si sa théorie est vraie, quand il a observé ça sur un organisme A, normalement il devrait l'observer dans un organisme B, C, D, etc. Donc il a comme ça testé longuement ses hypothèses. Notamment sur les pigeons domestiques. Il avait un élevage de pigeons. Darwin était colobophile. Et sur les cirripèdes, donc qui sont des organismes un peu moins connus, ce sont des organismes marins, ce sont des crustacés. Tous ceux qui ont cuisiné des moules ont déjà vu ce genre de choses. Quand on gratte les moules, ce sont des cirripèdes. Et Darwin avait prévu de publier une révision de ces cirripèdes. Au départ, il s'était dit que ça prendrait quelques mois. En fait, ça lui a pris 8 années et il a écrit 2 volumes. Donc, c'est exemplatif de la manière de fonctionner de Darwin. À partir du moment où il prend un truc, il y va à fond, il explore totalement et il le regarde dans tous ses aspects. Donc, malgré cette lenteur, malgré cette maladie, malgré ces angoisses, Darwin avance et il arrive à
à construire cette théorie de l'évolution par la sélection naturelle et la mettre sous papier. Alors il y a plusieurs choses qui l'aident par rapport à ça. J'ai déjà dit sa méthodologie, sa réflexion très longue, mais il a aussi une très bonne connaissance des fossiles. Il a connaissance des théories géologiques. Je vous rappelle que Darwin a d'abord été connu comme géologue avant d'être naturaliste. Donc il a une idée de l'échelle des temps géologiques. Il n'est pas dans l'idée que la Terre a 4000 ans. Il sait que la Terre a des milliers et des milliers d'années. Il a imprégné des idées transformistes de son grand-père et il a fait énormément d'expériences que je vous ai déjà décrites. Et puis il continue à publier. C'est quelqu'un qui n'est pas, même s'il est à la campagne, c'est quelqu'un qui a énormément de contacts épistolaires. Il écrit, par exemple, il a des contacts épistolaires avec Fabre. Il écrit de nombreuses lettres à Fabre. Il a des contacts avec énormément de gens. Il écrit, il fait des publications de géologie, etc. Mais il garde toujours de côté cette théorie de l'évolution tant qu'il n'est pas sûr, il ne va pas publier. Et puis il y a un coup de tonnerre. En 1858, il y a un petit jeune qui s'appelle Wallace, qui lui écrit une lettre. Alors Wallace, voici Alfred Wallace, c'est un Anglais aussi, qui est pas du tout issu du même domaine, du même milieu que Darwin. C'est d'ailleurs très intéressant cette confrontation entre Darwin et Wallace. Darwin le bourgeois et Wallace qui est en fait issu de classe moyenne, pauvre, qui doit arrêter ses études parce que ses parents n'ont pas l'argent pour lui payer des études, qui devient ouvrier, maçon. Mais Wallace est passionné aussi, comme Darwin, par les sciences naturelles, et Wallace lit par ailleurs dans ses temps libres. Et il lit notamment les écrits de Darwin. Il a lu Le Voyage sur le Beagle, et il a lu aussi les travaux, par exemple, de Humboldt, qui est un Allemand très connu, précurseur de la biogéographie, qui a publié aussi ses voyages en Amérique du Sud. Et donc, en lisant ces trucs, il est passionné et dit, moi je veux faire la même chose, et je veux partir aussi en voyage. Mais à la différence de Darwin, quand Wallace part en voyage, il a déjà une idée. Il a déjà une idée d'une théorie à tester. Parce que Wallace est convaincu par le transformisme. Il sait il est convaincu qu'il y a une évolution quelque part. Et que le problème, ce qui manque, c'est le mécanisme qui est lié à cette évolution. Et en fait, il va commencer son voyage comme ça, en ayant déjà son idée de l'évolution des espèces, et il va chercher le mécanisme. Et il fait plusieurs voyages, il va au Brésil, il va en Indonésie, en Malaisie, et les conditions de voyage sont nettement moins agréables que celles de Darwin. Wallace n'a pas un sou, donc il doit collecter des insectes pour pouvoir les vendre par ailleurs, et donc il doit travailler pour payer son voyage. Et Wallace, vraiment de manière indépendante et parallèle à Darwin, tombe à cette idée de la sélection naturelle. Et comme il est émerveillé par Darwin et qu'il avait déjà eu quelques contacts épistolaires avec Darwin, il lui écrit sa théorie de l'évolution, et à qui il l'envoie? À Darwin. Donc en fait, Darwin reçoit cette lettre de Wallace, le petit jeune, dans lequel en fait il y a exactement ce que Darwin a pensé pendant 20 ans. Et il s'est dit, là ça a été la grande angoisse de Darwin. Il dit, mais ça fait 20 ans que je réfléchis sur quelque chose, il y a un petit jeune là qui va faire un petit tour en Indonésie, paf, il revient avec exactement la même chose que moi. Donc tout s'écroule pour Darwin, il est complètement dégoûté, et mais il contacte quand même ses collègues en lui disant, regardez, voilà, ça y est, il a soumis l'article, et il va le publier avant moi, j'aurai pas la paternité de cette théorie. Mais bon, ses collègues qui étaient quand même au courant depuis plusieurs années de la construction de cette théorie par Darwin, lui dit, t'inquiète pas, on s'en occupe, on va essayer de trouver un compromis. Et le compromis qu'ils ont trouvé, en fait, c'est de faire une publication simultanée des deux articles, l'article de Wallace d'une part et l'article de Darwin d'autre part. Et ils ont fait la petite astuce, on va le présenter par ordre alphabétique. Donc, c'est Darwin qui a été présenté en premier, et puis Wallace, forcément, par ordre alphabétique. Et donc, si vous voulez, historiquement, Darwin a été le premier à proposer la théorie de la sélection naturelle, parce que son nom commençait par un D, et pas par un W. Mais bon, Wallace, en fait,
n'a pas du tout, ne s'est pas du tout opposé à cette solution. Wallace était vraiment émerveillé par Darwin, et il faut quand même avouer que Wallace a beaucoup moins réfléchi beaucoup moins creusé cette théorie et avait beaucoup moins de preuves. Et en plus, Wallace va finir sa vie complètement mystique, au contraire de Darwin. Et donc en fait, je pense que la paternité de la théorie de l'évolution par sélection naturelle est légitimement attribuée à Darwin, même s'il ne faut pas oublier Wallace, qui a eu aussi cet éclair de génie quasiment simultanément. Donc, cette publication précipitée de l'article dans la Linnaeus Society donne un coup de pied au derrière de Darwin, et hop, ça y est, il est lancé. Donc, une année après la publication de l'article, il publie enfin son bouquin sur l'origine des espèces, et c'est un grand succès éditorial. Je vous rappelle que Darwin avait déjà eu un grand succès éditorial, il avait fait un best-seller avec son voyage sur le Beagle, donc les gens attendent ces publications. Et il y a eu, la première édition a été vendue en quelques jours, et il y a eu plusieurs rééditions de cette origine des espèces, et traduit en plusieurs langues. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit au début, cet ouvrage a provoqué une grosse polémique dans le milieu intellectuel. Et ça a donné lieu à des débats extrêmement célèbres, notamment entre le révérend Wilberforce et Huxley. Donc il faut savoir que Darwin n'a pas participé à ces débats. Darwin était toujours autant malade, toujours autant vomissait toujours autant, donc il n'a pas participé au débat. Il avait des personnes qui soutenaient ses idées, qui eux-mêmes faisaient ces débats, notamment Huxley, qui était appelé le bulldog de Darwin, parce qu'il était toujours en train de le défendre, et il était à la limite plus darwinien que Darwin lui-même. Et donc il y a eu ce débat à Oxford célèbre, où je vais lui laisser en anglais, mais où le révérend demande à Huxley est-ce que Huxley descend du singe par son père ou par sa mère, et Huxley lui répond qu'en gros il préfère descendre du singe plutôt que de descendre de ce type-là qui ridiculise une théorie scientifique et qui utilise son intelligence pour présenter des idées ridicules. Alors, donc, les deux participants au débat se sont autoproclamés vainqueurs, mais ce sera quand même Huxley qui a eu le dernier mot. En fait, ça s'est fini un peu de manière tragique. Le révérend a fait une chute de cheval et il est tombé sur sa tête. Et donc, il est mort en tombant sur sa tête. Et puis, Huxley a eu cette phrase vraiment que je trouve excellente, où il dit pour une fois la réalité est rentrée en contact avec son cerveau et ça lui a été fatal. Donc pour vous dire quand même que c'était quand même houleux ces débats, et ils se détestaient cordialement. Alors malgré tout ça, en fait la théorie de l'évolution, en tout cas le concept d'évolution, a été relativement accepté dans la société, et la religion s'en est en fait accommodée. La sélection naturelle, ça a été beaucoup plus tard pour la comprendre, mais le concept d'évolution globalement était assez bien accepté dans les milieux anglicans. Tout simplement parce qu'en fait, quand on regarde un peu les religieux, à chaque découverte scientifique, ils adaptent un petit peu la manière d'interpréter le récit biblique. Donc simplement, la lecture est réadaptée, on va dire, et on s'accommode des nouvelles théories scientifiques, tout simplement parce qu'on part du principe que la science révèle les plans de Dieu. À ce moment-là, on est toujours d'accord. Mais bon, il y a des choses qui restent quand même mal comprises. Par exemple, ce genre de caricature. Donc on connaît tous cette image où on voit les singes, les différents hommes et les premiers hommes, et puis on arrive à l'Homo sapiens. Donc ce concept de linéarité de l'évolution, donc c'est-à-dire qu'il y a un sens à l'évolution. En fait, c'est pas du tout vrai. Darwin n'a pas défendu ça. Il n'y a pas d'essentialisme dans l'évolution. Il n'y a pas de sens. Alors on pourrait même pousser plus loin. J'espère qu'il n'y a pas d'informaticien dans la salle. Mais donc il n'y a pas de sens à l'évolution. L'évolution est aléatoire. Alors on peut expliciter un peu mieux ce concept d'aléatoire et de sélection a posteriori. Ici, on imagine ce castor qui a besoin d'une tronçonneuse, il va aller bien plus vite
que le pauvre castor qui y va par les dents. Mais on comprend bien là que la sélection naturelle ne donne pas aux organismes ce dont ils ont besoin. Okay ? Sinon, effectivement, on aurait ce genre de choses. Un castor avec une tronçonneuse. Elle ne donne pas ce qu'ils ont besoin. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une apparition de manière aléatoire de modification de caractère, et quand ce caractère a un avantage, il est sélectionné. Et les organismes qui présentent ce caractère avantageux vont plus se reproduire. Et donc, ce caractère va se maintenir de génération en génération. Donc, la sélection naturelle ne donne pas aux organismes ce dont ils ont besoin. Un autre point qui est aussi important, c'est l'aspect géologique. Ici, on voit une petite photo où on peut bien comprendre l'histoire. Ce sont deux dames qui sont gardiennes d'un parc en Amérique du Nord. Et en fait, dans ce parc, ils ont couvert les poubelles pour empêcher les ours de venir se nourrir dans les poubelles. Et puis, elle dit que, en fait, avec la protection des ours, la sélection naturelle a causé des QI plus élevés. Et donc, on observe des ours comme ça qui sont apparus avec un QI plus élevé pour pouvoir se nourrir dans les poubelles. Mais donc, ça, bien sûr, c'est une caricature de ce que peut être l'évolution, et des grandes modifications, des modifications majeures ne peuvent être réalisées qu'à l'échelle géologique. Donc, n'ayez pas peur des ours. Alors, Darwin, il faut quand même remettre un peu en question. Darwin n'avait pas tout compris. Darwin était en fait lamarckiste. Il pensait qu'il y avait transmission des caractères acquis. Alors j'ai illustré cette transmission des caractères acquis par le pigeon. Il n'y a pas de transmission des caractères acquis. La transmission se fait uniquement en génétique, donc il n'y a pas de transmission génétique des caractères acquis. Il peut y avoir une transmission culturelle des caractères acquis. C'est le cas de ce pigeon qui doit à chaque génération apprendre à chier sur les piétons. Mais il n'y a pas de transmission génétique des caractères acquis. Alors, Darwin n'a pas que travaillé n'a pas que publié ce bouquin sur la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Il a été prolifique, il a écrit énormément de bouquins qui influencent toujours les scientifiques contemporains. Il a notamment travaillé sur la pollinisation des orchidées. On voit ici un peu mieux. En fait, il avait étudié cette orchidée de Madagascar. Vous voyez ce qu'on appelle un spure, une partie comme ça de la plante, au bout de laquelle il y a la production du nectar. Et quand il a vu cette plante, il a dit, il devrait avoir probablement un insecte dont la langue a la même longueur que cette structure, pour venir polliniser la fleur et venir récolter le nectar. Et on l'a retrouvé plusieurs dizaines d'années après, ce papillon, qu'on a appelé, je ne sais plus comment, prédictans, qui présente cette longueur de langue et qui pollinise cette orchidée. Donc on voit ici la pollinisation de l'orchidée par ce papillon qui présente une langue énorme. Donc il avait trouvé aussi ce genre de choses. Alors, Darwin s'est aussi exprimé sur la filiation de l'homme, dans laquelle il a présenté l'hypothèse que l'homme était issu du singe. Ça lui a valu pas mal de caricatures dans des journaux français, mais aussi des journaux anglais. Il a aussi écrit sur la sélection sexuelle. Donc, généralement, on voit, je vous ai présenté la théorie de l'évolution par sélection naturelle comme un avantage par rapport aux prédateurs, ou un avantage parce que tel organisme se nourrit mieux qu'un autre. Mais il y a aussi un phénomène important dans l'évolution, c'est la sélection sexuelle, où, en fait, le caractère qui est sélectionné, c'est un caractère sexuel. Donc là, en l'occurrence, c'est un paon. On voit cette énorme queue avec toutes les couleurs chatoyantes du mâle, et on imagine bien que c'est pas du tout un avantage par rapport au prédateur. Vous imaginez bien que le paon comme ça, par rapport à un prédateur, à un loup ou quelque chose comme ça, plus il a des couleurs, plus il va se faire voir. Mais le truc, c'est que c'est les femelles qui décident dans ce cas-ci. Et en fait, les femelles sont attirées par les paons qui ont la roue la plus grande. Donc, les mâles qui ont la plus grande roue
ont été sélectionnés, et donc de génération en génération, ces trous s'est agrandi, et donc là on voit bien que c'est une sélection par les sélections par choix sexuel. Alors il a fait aussi des essais anthropologiques sur l'expression des émotions chez les hommes et chez les animaux, et il a écrit aussi son autobiographie. C'était un bouquin qu'il n'a pas publié de son vivant, mais qu'il a commencé à écrire pour ses descendants, pour expliquer sa vie, toujours aussi par rapport à cette angoisse de cette idée vraiment révolutionnaire et qui aurait pu causer préjudice à sa famille elle-même, quoi. Donc il a expliqué pourquoi il a fait ça, en gros. Alors, la société anglaise n'a pas été rancunière par rapport à Darwin, et Darwin a été en fait reconnu de son vivant. Darwin a été enterré à l'abbaye de Westminster auprès des plus grands scientifiques anglais comme John Herschel, qui est un astronome, et Isaac Newton, qui est un physicien. Et donc Darwin a été enterré en grande pompe. Il était reconnu comme un grand intellectuel de son époque, de son pays. Alors, je vais faire, pour terminer mon exposé, je vais présenter un petit peu une réflexion sur finalement qu'est-ce que nous inspire Darwin aujourd'hui. Alors bon, il inspire bien sûr les artistes. On peut voir ici un petit tag. Alors, il y a aussi toujours une polémique et un détournement des idées de Darwin qui sont complètement déformées par ce qu'on appelle les créationnistes. Donc, il y a toujours des adeptes de la création d'un point de vue biblique, donc la création de l'homme par Dieu. Et ces gens opposent toujours, constamment, la religion à la science. Il dit voilà, il faut faire votre choix, et nous on a fait le choix de la religion, et on en arrive à des représentations complètement stupides comme ça, avec Jésus qui se bat contre Darwin, en sachant que Jésus c'est le Nouveau Testament, et on parle pas du tout de Genèse dans le Nouveau Testament. Donc on en arrive toujours, on est toujours en débat. Quand vous entendez George Bush, c'est ce genre de réflexion qu'il fait. Bon, d'accord, il n'est pas très intelligent, mais bon, ça n'engage que moi, hein, pas l'UMH, mais il y a toujours, c'est toujours en débat. On est 150 ans après, il y a toujours des gens qui sont en train de dire non, Darwin, ce qu'il raconte, c'était pas vrai. Mais bon, nous, on est convaincus, enfin en tout cas moi je suis convaincu, et Darwin inspire toujours le respect, inspire toujours des générations de biologistes, et même ça a débordé la biologie, ça inspire bien sûr des médecins, ça inspire les sciences sociales, les sciences cognitives. La théorie de Darwin s'est vraiment diffusée dans la manière dont on voit la vie. Alors, pour terminer mon exposé, je vais peut-être faire une petite réflexion sur et si Darwin était né en 1980, qu'est-ce qui se serait passé? Et donc là, on peut un peu réfléchir dans notre société comment on sélectionne les élites scientifiques, et sur base de quoi on promeut une personne ou un autre. Faut savoir que là, pour l'instant, ce qui est important dans une carrière scientifique, c'est principalement de publier dans des bonnes revues, et de publier beaucoup. Et une des tendances, je dis pas que je la rejette pas totalement, mais une des tendances du rôle, du changement du concept du rôle de l'université et du rôle de la recherche, c'est que la recherche doit être liée au développement économique. Je dis pas que c'est mauvais, mais ce que je dis, c'est que si Darwin était né à notre époque, la manière dont il était toujours malade, dont il vomissait, et dont il n'arrivait pas à s'intégrer dans un milieu social, probablement que Darwin aurait eu du mal à s'intégrer dans un milieu universitaire et dans un milieu académique. Et probablement que Darwin n'aurait pas été sélectionné sur base de nos critères comme élite scientifique. Donc, je voulais juste terminer là-dessus en disant que on estimait énormément Darwin, que toute son intelligence était reconnue, mais bon, je pense qu'on a encore énormément à apprendre de lui, de sa vie, de la manière dont il a vécu, de la manière dont il a travaillé, de la manière dont il a réfléchi, et je pense qu'on peut en tirer les conséquences sur là, maintenant, sur nos propres vies et nos propres manières de penser. Je vous remercie de votre attention.
Voilà, alors on va passer la traditionnelle séance de questions qui ouvre le bal. Oui, Christian. Merci. Je voudrais revenir à la publication très tardive, comme vous l'avez souligné, de l'origine des espèces, Oui. et de la façon dont Darwin fouillait la polémique. Mais c'est un peu paradoxal parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc quand il était sur le Beagle, par exemple, avec le capitaine Fitzroy, il y a eu des relations extrêmement tumultueuses. Fitzroy défendant des idées, donc on ne voit pas d'anachronisme, on ne peut pas les qualifier d'extrême droite, mais en fait il était esclavagiste, par exemple, Oui. tandis que Darwin était scandalisé par ses idées. Il faut dire aussi que Fitzroy était jeune, il avait 26 ans si mes souvenirs sont bons, donc là il n'a pas créé les polémiques. Évidemment, je suggère une explication, c'est que les points de vue de Darwin correspondaient à son propre milieu familial qui était libéral au sens philosophique du terme. Mais ce qui est plus paradoxal, c'est qu'un an avant la lettre de Wallace, il y a eu aussi une publication anonyme au départ de Chambers, si mes souvenirs sont bons, de Edinburgh, qui est en fait un journaliste, pas un scientifique, mais où il défendait des idées déjà très semblables. Darwin en a eu connaissance et là il n'a apparemment pas réagi. Et déplorait même la polémique qui naissait avec les autorités religieuses. Donc c'est une attitude extrêmement paradoxale et que je comprends mal, je veux dire. Si vous pouviez nous éclairer là-dessus. Bon, je pense que Darwin n'aimait pas trop déranger, et je pense qu'il était lui-même angoissé par ses propres idées, sa propre intelligence. Et en fait, il raconte quand même plusieurs fois, quand il était membre de la Société de géologie, il y avait des débats comme sur cette publication qui a précédé d'un an la publication de Wallace et de Darwin. Il y avait tous ces débats où on enflammait les transformistes, ceux qui défendaient l'évolution. Il a notamment eu un débat houleux à la Société de géologie sur les idées de Grant, qui était son professeur, qu'il respectait énormément. Mais Darwin, sur ce coup-là, je pense, manquait tout simplement un peu de courage. C'était quelqu'un qui avait énormément d'idées. Il avait des idées très ouvertes politiques. Ça dépassait le cadre de l'évolution de la religion. Vous l'avez souligné, en Amérique du Sud, il exprime un dégoût contre l'esclavage. C'est quelqu'un qui, par exemple, il parle dans son enfance, qui discutait avec un noir affranchi et qui l'a beaucoup inspiré aussi. Et dans sa publication sur l'évolution des hommes, il pense que les races n'influencent pas, ne sont pas le phénomène majeur dans la diversité des hommes. Et il pense que c'est plus une question d'éducation. C'est l'éducation qui différencie les hommes et pas leur race. Mais je pense que simplement Darwin n'avait pas la fibre politique, n'avait pas la fibre polémique. C'était simplement un intellectuel, je pense, qui était vraiment génial. Mais il n'était pas politisé et je pense qu'il n'avait pas envie de prendre le commandement de ses idées, quoi. Il était un peu, j'ai l'impression qu'il subissait plus ses idées et son intelligence que simplement en être maître. Il n'était pas vraiment maître de ces choses. Je pense qu'il était fondamentalement passionné, donc il ne pouvait pas s'empêcher de faire ses expériences et de réfléchir, de comprendre, etc. Mais il n'avait pas le courage de ses idées, entre guillemets. Une autre question ? Pierre ? C'est une question presque technique. Tu as expliqué que la génétique, il ne connaissait pas, mais tu as quand même signalé à un moment donné qu'il avait une petite idée de l'échelle de temps qu'on utilisait. Oui. À ma connaissance, par exemple, je sais pas moi, le carbone 14 ou des trucs pareils, non plus, il ne connaissait pas. Donc, à l'époque de Darwin, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser pour se faire une idée plus ou moins bonne, en tout cas, je ne sais pas si elle était bonne ou pas, mais en tout cas pour dire, je ne sais pas moi, la planète Terre, elle a en tout cas plus que 5000 ans. Alors, la conception du temps de Darwin vient de Lyell, et qui a publié, il était en contact avec Lyell, c'est un de ses plus proches collaborateurs, et donc c'est sur base de la géologie, et c'est des observations géologiques, de formation des couches géologiques en fait. D'après les observations de Lyell, le temps que prend une formation géologique, c'était pas possible que la Terre
date de 4000 ans. Donc c'était par rapport au processus de formation géologique en fait qui se base. C'est pas carbone 14, etc. Je ne sais pas exactement sur quoi l'aïeul lui-même s'est basé, mais c'était il y avait par exemple des réflexions sur des plages des anciennes plages qui étaient présentes au milieu du continent et des choses comme ça, et combien de temps ça pouvait prendre pour que la mer descende et des choses comme ça, combien de temps ça pouvait prendre pour former une couche géologique, quoi. Les échelles de temps de l'aïeul sont à peu près compatibles avec ce qu'on pense aujourd'hui. C'est moins, mais c'est plus que ce qui était 4000 ans, quoi. C'est pas de l'ordre du milliard d'années, non. Une autre question? Oui. A-t-il travaillé sur l'évolution des plantes? Oui, j'en ai touché un petit mot. Il a travaillé sur les orchidées. Et puis une de ses premières passions, c'était les plantes. Donc il a travaillé par exemple sur la dissémination des plantes, sur la pollinisation des plantes, donc comment le pollen était transféré d'une fleur à une autre. Il avait un jardin assez imposant. Donc il était autant passionné par les plantes que par les animaux. Oui, un instant. Je suis désolé, il faut faire le tour. Au sujet des dinosaures. Oui. Donc on a découvert chez nous les dinosaures vers la fin du siècle passé. Oui. Et donc à cette époque, Darwin n'était pas au courant. Mais la question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce que les dinosaures également ont subi la sélection naturelle et se retrouveraient éventuellement parmi nos animaux actuels? Alors, la sélection naturelle s'applique sur tous les êtres vivants. Donc oui, les dinosaures ont été soumis à la sélection naturelle. Et ils sont toujours parmi nous au sens strict, vu que les oiseaux, en fait, sont les descendants directs des dinosaures. Donc les oiseaux sont issus d'un groupe de dinosaures qui a continué à évoluer et qui n'a pas disparu. Mais ce qu'il y a, c'est que par rapport aux dinosaures, c'est un très bon exemple, dans ce qu'on observe actuellement comme diversité dans la faune, etc., il n'y a pas que des processus darwiniens. C'est-à-dire, le processus darwinien, c'est simplement la sélection la sélection naturelle du plus performant. Mais il y a d'autres phénomènes qui peuvent rentrer en jeu, comme par exemple le fait qu'il y a une météorite qui vous tombe dessus. Vous avez beau être le plus rapide, le plus fort, le plus beau, s'il y a une météorite qui tombe, c'est fini. Donc les dinosaures ont été probablement victimes d'une sélection non darwinienne qui consiste à être écrasés ou être en partie écrasés par une météorite et toutes les conséquences qu'il y avait par rapport à l'impact de cette météorite. Mais pour revenir par rapport aux fossiles, les fossiles de Bernissart n'ont pas été les premiers fossiles qui ont été découverts. Il y a eu énormément de travaux sur les fossiles avant, notamment les travaux de Cuvier, un Français. Et Darwin lui-même avait trouvé des fossiles. J'ai indiqué brièvement dans ma présentation que Darwin connaissait bien les fossiles parce qu'il en avait collecté. Et quand il est dans son voyage en Amérique du Sud, il avait collecté plusieurs fossiles, des fossiles pas de dinosaures, mais des fossiles de mammifères, notamment des grands paresseux, des paresseux géants. Donc, je sais pas, vous voyez le paresseux, des paresseux géants et des tatous géants. Et donc, à partir du moment où il a analysé ces fossiles, c'était obligé qu'ils étaient beaucoup plus, très anciens, quoi. La seule explication plausible, c'est que c'était des organismes anciens qui avaient disparu. Oui, ok. Pendant que je fais le petit détour, je vous annonce que la prochaine conférence du cycle aura lieu le jeudi 15 octobre, et c'est M. Rasmont qui est là, qui va nous la présenter, et je lui demanderai tout à l'heure de nous faire une petite bande-annonce
Voilà, merci. Une question que je voudrais vous poser est la suivante. Donc, vous retrouvez parfois les mêmes animaux à la fois en Asie, en Afrique et également dans d'autres continents. Est-ce que, alors, donc la théorie, parce que j'ai écouté le professeur Coppens à l'époque qui parlait donc que tout serait parti de l'Afrique. Et donc l'homme, le singe, à travers les savanes, mais seulement ce qui a tout à fait détruit tout, c'est qu'on a retrouvé des hominidés dans d'autres continents. Alors, la question la suivante, est-ce qu'on peut imaginer qu'au départ, il y avait un seul continent qui s'est détaché progressivement et qui a fait que certaines espèces se sont retrouvées à la fois dans plusieurs continents? C'est une question un petit peu bizarre, mais enfin, c'est ce que j'ai dans ma tête, quoi. Merci. Non, c'est correct en partie. C'est-à-dire, à l'échelle géologique, effectivement, il y avait un seul continent qu'on appelait la Pangée. Et puis, il y a eu le phénomène qu'on appelle la tectonique des plaques, qui est en fait la fragmentation de ce méga-continent qu'on appelle la Pangée. Et progressivement, les fragments de ce continent s'éloignent. Avec des failles qui se créent au milieu. Donc d'un point de vue géologique, en fait, on peut observer, comme vous le décrivez, des organismes, des groupes d'organismes qui sont présents à la fois en Afrique, en Amérique du Sud et en Australie. C'est par exemple le cas de certains notophagus, ce sont des êtres, enfin bon, des arbres donc. Et ce que vous dites est correct pour certains groupes. Maintenant, au niveau de l'espèce, je veux dire, ce que j'ai expliqué, ça se passe à l'échelle géologique. Maintenant, au niveau des espèces, à ma connaissance, il n'y a pas d'exemple où on voit une distribution sur plusieurs continents qui est liée à ce phénomène de tectonique des plaques avec séparation des continents. Le temps est trop long, de fait que, en fait, comme le temps est très long, simplement les espèces vont évoluer chacune indépendamment sur les différents continents et vont devenir autre chose. Et donc, vous n'allez pas avoir une espèce présente, une même espèce présente sur les trois continents. Dans le cas des hommes, c'est probablement une colonisation extrêmement rapide qui est partie de l'Afrique et par cabotage ou par le long des plages en marchant, vous avez une colonisation de l'Asie. Une autre question ? Oui. Oui, donc depuis Darwin, il y a eu l'émergence au XXe siècle du néo-darwinisme, forcément qui n'a pas remis en cause la théorie même de l'évolution naturelle. Mais moi, je voudrais savoir d'abord ce que cette théorie a pu préciser et surtout quels sont des points de détail peut-être de la théorie initiale de Darwin qui aurait été infirmée plus récemment. Et deuxièmement, quel est l'apport, par exemple, de quelqu'un comme Gould, assez récemment, qui a encore précisé, selon moi, un peu plus ces théories, quoi. Alors, donc ce qu'il y a eu comme apport majeur depuis Darwin, c'est bien sûr la génétique, avec l'explication des phénomènes d'hérédité. Et donc, grâce à la génétique, on a compris comment se transmettaient les caractères et comment certains caractères pouvaient se diffuser ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie synthétique, finalement, de la théorie de l'évolution, où vous avez cet apport de la génétique des populations. Et c'est une théorie qui a émergé dans les années 50 ou choses comme ça, si ma mémoire est bonne. Donc le point majeur, nouveau, c'est la génétique. Darwin n'avait pas, comme je l'ai dit, n'avait pas du tout connaissance de cette génétique, et je pense que c'est en partie pour ça qu'il s'est planté sur le transformisme, où il pouvait dire, voilà, pourquoi pas, transmission des caractères acquis. Je pense que s'il avait connu la génétique, il n'aurait pas soutenu le transformisme. Alors par rapport à Gould est un paléontologue, et il a remis une partie de la théorie de l'évolution, enfin, c'est pas vraiment qu'il a remis en question, disons qu'il l'a précisé. Darwin voyait l'évolution comme un phénomène qui était continu. Et donc ça veut dire que de manière continue, les espèces changeaient un petit peu, et puis voilà, vous avez avec l'échelle de temps, le temps faisant son action, vous avez les espèces qui se transforment.
Ce que Gould a proposé, c'est la théorie des équilibres ponctuels, où il remet en question ce phénomène de continuité. Ce que Gould dit, c'est que, en fait, il y a des périodes où il n'y a rien qui change, où vous pouvez trouver une espèce pendant 1 million d'années, 2 millions d'années, 10 millions d'années, 100 millions d'années, c'est la même espèce, elle bouge pas. Ou c'est le même groupe. L'espèce est toujours difficile à définir, quoi, mais bon, c'est le même type d'organisme, il bouge pas. Et puis vous avez des périodes où il y a tout qui se secoue. Il y a plein de nouvelles formes qui apparaissent, etc. Et donc vous avez comme ça, comme un rythme saccadé, où vous avez des périodes de grosses explosions, de radiation, de diversité, et puis des périodes de stabilité où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais Gould n'a pas remis fondamentalement l'évolution au sens darwinien en question. Il a simplement précisé que non, c'est pas continu. Il y a des périodes avec des rythmes différents. Ok. Une autre question? Oui. Merci. Pour répondre un peu à ce que vous venez d'exposer, alors tous les spécimens qui sont sur l'île Galapagos n'ont pas évolué. Elles sont restées, disons, à un stade, disons, ancien par rapport aux autres animaux qui se sont dispersés sur d'autres continents. Si. En fait, ce qui s'est passé au Galapagos, c'est que vous avez un pinson qui est arrivé d'Amérique du Sud, un pinson banal, on va dire. Il est arrivé sur les îles Galapagos, et là, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas beaucoup d'autres oiseaux. Et simplement, dans cette population, cette proto-population de pinsons, il y a certains individus qui ont commencé à manger des graines, d'autres qui ont commencé à manger des insectes, d'autres qui ont commencé à manger des fruits. Et chacune de ces populations qui s'est spécialisée sur une ressource alimentaire s'est isolée, en fait, à tel point qu'au final, elle est devenue une espèce à part entière, et que les individus se sont spécialisés dans ce régime alimentaire et ils ont une modification de leur morphologie, dans le sens où le pinson, le jeune pinson qui avait un bec un peu mieux adapté pour manger un fruit, était sélectionné par rapport à un pinson qui n'avait pas vraiment le bec pour manger le fruit. Et donc c'est comme ça que sur les Galapagos, plusieurs espèces sont apparues différentes pinsons. Et c'est la même chose pour les tortues. Oui, c'est ce que j'allais dire, les reptiles quand même. Oui. Donc oui, sur les Galapagos, ça a bougé aussi. Voilà. Encore une question, un commentaire, une suggestion? Bien, merci. Alors avant de remercier encore une fois Denis, je vais peut-être laisser la parole à Pierre Rasmont, qui va peut-être nous dire 2 mots de son exposé dans 2 semaines. Pierre, je te passe le micro. Oui, grand merci. Je n'avais pas du tout pensé que j'allais devoir vous présenter mon sujet d'il y a 2 semaines, qui ne fait encore que me trotter dans la tête pour le moment. Mais je vois que dans la salle, il y a eu quelques questions, par exemple, à propos de la découverte des dinosaures en Belgique. Oui, c'est vrai, on a connu les dinosaures avant la découverte de l'iguanodonte bernissard. Mais la découverte de l'iguanodonte bernissard et la manière surtout dont il a été interprété par Édouard Dollo, qui a étudié l'iguanodonte bernissard, a été une énorme révolution intellectuelle dans la conception des animaux préhistoriques. Il faut aussi penser que, par exemple, le premier homme préhistorique qu'on ait trouvé, c'est l'homme de Spie. Oui, on avait une dent de mohair avant, une petite calotte crânienne dont on se demandait ce que c'était, mais le premier homme entier, pris dans la pierre, c'était l'homme de Spie. Et ça a été aussi une révolution au moment où on l'a trouvé. Et enfin, quand on remonte comme ça, on se demande, tiens, quand est-ce que toute cette aventure intellectuelle a commencé de la théorie de l'évolution? Et alors, la chose extraordinaire, c'est que c'est en Belgique qu'elle a commencé aussi. Et c'est même une histoire guerrière et sanglante. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que c'est justement le plaisir que vous aurez, c'est de venir écouter ça. Voilà. Denis, encore 1000 merci, et on va l'applaudir pour clôturer la soirée. Merci beaucoup. Merci.